Téléspectateurs de Markala et de Djéné, merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Vous l'aurez certainement compris, nous recevons ce soir pour vous M. Amadou Koïta, ancien ministre, président du PS Yelenkura, non moins porte-parole du cadre d'échange des partis politiques et regroupements pour une transition réussie, communément appelée par les Maliens cadre. Monsieur le ministre, merci de cette énième comparution devant les grands jurys. Merci, M. Sidibé. Bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de Renouveau Télé. Bonsoir aux responsables du cadre d'échange, aux responsables du parti PS Yelenkura, à mes parents de Djéné et de Markala. Les auditeurs aussi. Les auditeurs. J'ai dit téléspectatrices. C'est sur la radio également. Également, c'est ok, je ne savais pas. Aux auditrices et auditeurs de Radio Renouveau, donc. Justement, avec moi pour mener ces débats, Abdraman Keïta du journal Les Témoins. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. Bruno Djito Segebeji du journal Mali Horizon. Bonsoir Bruno. Bonsoir, bonsoir monsieur. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Déjà, monsieur le ministre, votre observation sur la composition du jury. C'est deux grandes sommités du monde de la presse, deux grandes personnalités que nous respectons, chevronnées. Oui. Donc je me réjouis d'être parmi eux. Abdelrahman, qu'est-ce que vous entendez? Oui. Nous accueillons un homme moins politique chevronné et grande sommité également de la classe politique et qui n'est pas à sa première comparution ici devant le jury. Donc il sait, je pense, ce qu'on attend de lui. On attend de lui de la clarté, de la franchise, pour aborder les grandes questions qui se posent aujourd'hui dans la nation et à la nation. Et Dieu seul sait que ça existe beaucoup. Et je pense que c'est ce qui a motivé d'ailleurs sa présence ici. Et voilà, pour le reste, je pense qu'il s'est souvent caractérisé parfois par un excès de zèle, si je peux me dire comme ça, diplomatique. Aujourd'hui, je pense que l'heure n'est plus à la fine bouche, mais beaucoup plus à la poigne et la clarté dans l'expression des positions et des idées. D'accord. Bruno, déjà, qu'est-ce que vous attendez du ministre Koïta? Abdraman a tout dit. La franchise, c'est un bel orateur. Je l'ai souvent suivi dans les débats. Il est très, très poignant. Et dans les généralités, on reviendra. L'histoire de porte-parole, là, lui colle pratiquement à la peau. Porte-parole dans beaucoup de... Donc, on s'attend à la franchise par rapport à l'actualité. D'accord. Nous allons ouvrir les balles avec la généralité. Monsieur le ministre, déjà, comment se portent les cadres d'échange des partis politiques pour une transition réussie? En tout cas, il nous revient que certains partis, quand même, marchent avec un seul pied dans votre cadre déjà. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Je fais allusion au parti Yelema et à l'ADEMA PASJ, par exemple. Non, le cadre se porte très bien. Bientôt un an. Sa création, c'était le 26 juillet 2021. Les hommes et les femmes responsables des partis politiques, des associations et des mouvements, soucieux de l'avenir et du devenir du Mali, ont cru bon de se donner la main pour apporter leur contribution à la réussite de la transition. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Certains ont quitté, d'autres restent. Ceux qui sont partis, c'est des décisions souveraines. Et ceux qui restent continuent à se battre pour le Mali, continuent à se battre pour la République, continuent à se battre pour la démocratie et continuent surtout à se battre pour une transition réussie. Pour nous, une transition réussie est la fin de la transition, qui doit être sanctionnée par des élections transparentes, par des élections crédibles. Sinon, ma question, elle est très précise. Non, je voudrais quand même dire que, pas plus tard qu'hier, on était en réunion. Oui. Lors de la réunion, nous avons analysé la situation socio-politique du pays. Nous avons décidé de produire un communiqué. Le comité d'experts a été sollicité. Oui. Le communiqué a été publié ce soir. Oui.
Maintenant, jusqu'à preuve de contraire, moi, j'ai pas Il a été signé par l'ADEMA et les partis. Non, l'ADEMA ne fait plus partie du cadre. Ça, c'est une exclusivité. Non, l'ADEMA fait partie du cadre. Et je n'ai pas d'autres informations. Je sais quand même que nous avons passé toute la journée pour valider, apporter des observations et produire un communiqué du cadre. Donc, nous allons revenir à ce communiqué. C'est un cadre d'échange. Okay. Donc, nous avons l'habitude de la création du cadre. Souvent, il y a certains partis politiques membres du mouvement, s'ils ne se retrouvent pas dans une production, préfèrent ne pas signer. Je ne sais pas si... Nous allons revenir à ce communiqué après. Bruno a une question, justement. Oui, le cadre se porte bien, dites-vous. Mais votre dernière déclaration, le 2 juin, et le PS Yelenkoura même n'a pas signé. Non, le PS fait partie de EPM. EPM, c'est quand même 20 et quelques partis. Donc, je représente d'ailleurs EPM avec le président du EPM Tereta et d'autres présidents. Donc, à partir du moment où nous sommes rentrés dans le cadre au nom du regroupement Ensemble pour le Mali. Donc, à chaque fois que vous voyez EPM, c'est que le PS est associé. Oui, le cadre s'est-il réduit au rôle de producteur de communiqués? On n'est plus assez audible. Non, c'est vrai, nous avons connu des moments d'éthargie, il faut le reconnaître. Mais nous avons toujours dit le cadre, nous nous sommes retrouvés pour défendre des valeurs et des principes. Tant que ces valeurs restent, tant que ces principes restent, vous aurez toujours des hommes et des femmes qui animeront le cadre, qui apporteront leur petite pierre pour la réussite d'abord de la transition, puisque cette transition nous a été imposée, comme vous le savez. Elle est venue au moment où personne ne croyait. On pensait qu'après le coup d'État le plus stupide de l'histoire de notre pays en 2012, que le processus démocratique était irréversible, surtout les conséquences de ce coup d'État. Malheureusement, le 18 août, nous avons été confrontés à un autre coup d'État. Je crois qu'au mois de mai 2021, à un autre coup d'État qu'on appelle rectification. D'ailleurs, le cadre est né après le second coup d'État du 18 août. D'accord, allez-y après moi. Okay, moi, je ne sais pas comment un cadre peut bien se porter quand en son sein, il y a des composantes qui ne se portent pas bien. Je vais parler par exemple du RPM qui traverse aujourd'hui quand même des vagues. Tout le monde connaît. Mais qu'à cela ne tienne, ça fait une année aujourd'hui que la transition, pour la réussite de laquelle vous vous battez, a pris une autre trajectoire. Bien sûr. Et qu'est-ce que le bilan, qu'est-ce que vous tirez de cet anniversaire? Du bilan de la rectification. Et je voudrais que vous ne vous limitiez pas seulement au gouvernement, mais également au président de la transition que vous avez eu à rencontrer en son temps et sur lequel vous avez fondé beaucoup d'espoirs. Quels sont devenus vos espoirs aujourd'hui par rapport à tout ça? Effectivement, vous avez dit, ça fait, je crois que c'était avant-hier le 7, qui marquait quand même les 12 mois de la prestation de serment du vice-président qui est devenu président et de la nomination du Premier ministre. Lors du premier conseil des ministres après la rectification, la feuille de route adressée à l'époque au Premier ministre s'articulait autour de 4 points essentiels. Le premier point, c'était améliorer la sécurité sur l'ensemble du territoire malien, sécuriser les Maliens et leurs biens. Le deuxième point, c'était faire des réformes politiques et institutionnelles. Le troisième point, c'était la bonne gouvernance, la transparence dans la gestion des affaires publiques, apaiser le climat social et également réduire le train de vie de l'État. Le quatrième point, la mise en œuvre intelligente de l'accord d'Alger, un accord issu du processus d'Alger, et également la tenue des élections à date. À part l'aspect sécuritaire, d'ailleurs nous saluons ici nos forces armées de sécurité qui font de leur mieux depuis un certain moment, dans des conditions extrêmement difficiles, puisque la lutte contre le terrorisme n'est pas une lutte facile, une lutte asymétrique. L'armée étant le creuset de l'unité nationale, l'outil de souveraineté nationale, nous avons le devoir, chacun à ce qui le concerne, d'apporter notre soutien à l'armée. Je crois qu'après ce volet sécuritaire, rien n'a été fait. Le Premier ministre était devant le CNT le 21 avril, si je ne m'abuse, 2022. Il a reconnu lui-même
que le bilan s'évaluait à 30%. Oui, mais la fierté nationale... Sur quoi, monsieur le ministre, vous fondez pour dire que l'aspect sécuritaire, tout va bien? Sur vous-même à Djenné, les gens, chaque jour, il y a des améliorations. Les gens, chaque jour, crient. Et récemment encore, à Ménaka, les gens marchent un peu partout. Sur quoi vous fondez réellement et quelles sont les améliorations que vous avez constatées? C'est-à-dire, c'est factuellement. Quelles sont... Non, c'est vrai. J'ai dit que l'aspect sécuritaire, nous nous félicitons des actions des forces armées de sécurité. Mais j'ai également dit que la lutte contre le terrorisme est une lutte extrêmement difficile. Cette lutte ne se gagne pas qu'avec les armes. Cette lutte ne se gagne pas qu'avec les armes. Cette lutte se gagne aussi avec le développement. Cette lutte se gagne avec l'insertion des jeunes. Mais est-ce que vous n'êtes pas dans la complaisance? C'est pas une complaisance. Non, pas du tout. En disant sans éléments factuels. Non, pas du tout. Parce qu'on le voudrait bien. Hein. Non, mais je dis pas du tout. Les informations qui viennent je suis d'accord, de l'intérieur sont un peu différentes de la chanson qu'on entend chaque jour, comme la montée en puissance de... Vous savez, hein, il y a de l'armée. Donc si vous avez vraiment des éléments... La cellule de communication de l'armée, je crois que c'est le DIRPA, si je ne m'abuse. Ou bien la DIRPA. Bon, on nous donne des informations à temps réel. Je dis c'est l'outil de souveraineté, le crédit de l'unité nationale. Nous faisons foi à ce qu'ils disent. Nous savons qu'ils ont beaucoup fait, beaucoup reste à faire. À Ménaka aujourd'hui, c'est vrai, il y a des problèmes, il faut le reconnaître. Nous nous inclinons devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés, civils et militaires. À Djenné, chez moi, il y a des difficultés. Mais ce n'est pas une lutte facile. Le plus important aujourd'hui, c'est que nos hommes ont le moral. On nous dit que le Mali est respecté aujourd'hui sur le plan international. Bon, un pays qui est isolé de ses voisins, un pays qui est isolé sur le plan diplomatique, un pays qui est sous sanction depuis bientôt 6 mois. Nous dire que nous avons retrouvé notre souveraineté, c'est une insulte à l'égard des pères de l'indépendance. C'est une insulte à l'égard de Modibo Keïta. Nous dire que nous avons retrouvé notre fierté, notre dignité. Moi, j'avais ma fierté, ma dignité bien avant le 18 août. Bien avant le 18 août. Je crois que, par manque de résultats, on continue dans la propagande et le populisme. Propagande et populisme. Vous avez vu, nous, on a tout fait au sein des cadres pour éviter ces sanctions au Mali. Mais M. Keïta, ce qui est constant, c'est que notre pays, le Mali, n'obéit plus au claquement des doigts d'un pays comme la France ou même d'une organisation comme la CEDEAO. Aujourd'hui, ça c'est constant. Non, nous sommes membres de la CEDEAO. Oui. Nous sommes membres de la CEDEAO. Je crois qu'après les événements, bien avant d'ailleurs ces événements, depuis le coup d'État de 2012, la CEDEAO nous a accompagnés. La CEDEAO nous a accompagnés, cela nous a permis d'ailleurs d'avoir une transition bien réussie, sanctionnée par des élections acceptables et acceptées, transparentes et crédibles, où le vaincu est allé féliciter le vainqueur, paix à leur âme. Il s'agit du président Ibrahim Boubacar Keïta et de Feu Soumaïla Cissé. Nous ne sommes pas à notre première transition. Aujourd'hui, continuer à être dans la rue, continuer à avoir des slogans. On ne gère pas un pays avec un slogan. Bruno, allez-y. Oui, monsieur le ministre, vous avez touché un peu comme un bilan. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, sincèrement, que le gouvernement de transition fait des efforts? Parce que, vu les contextes, l'embargo, les contraintes, la guerre russo-ukrainienne, le gouvernement arrive quand même à maintenir le cap. Il y a des efforts par rapport aux infrastructures routières. Est-ce que vous n'avez pas, sincèrement, vous qui avez été au gouvernement dans le régime précédent, vous n'avez pas l'impression quand même que le gouvernement fait des efforts? C'est notre souhait le plus absolu que le gouvernement si vous avez dit que rien n'est fait, si ce n'est... Non, en tout cas, moi je crois que vous avez parlé des infrastructures routières. J'ai regardé avant-hier leur thème où on a fait le bilan de 1 an. Je crois que toutes les routes qui ont été citées sont des routes dont les travaux ont démarré sous On a des fourrages qui pullulent de partout aussi. Bon, c'est bien. Le président a consacré. C'est une bonne chose que le président, si tous les Maliens, d'ailleurs beaucoup de Maliens l'ont fait avant lui. Adi Niangandou a fait beaucoup de fourrages. Si le président aussi, à travers son fonds de souveraineté, continue à faire des fourrages, c'est bien. Nous félicitons là où on doit féliciter. On récompense le mérite. Maintenant, les infrastructures routières dont vous parlez, c'est les infrastructures routières dont les financements ont été bouclés sous le président Ibrahim Boubacar Keïta. Les travaux avaient d'ailleurs démarré. Bon, je ne sais pas si vous parlez de l'entretien routier. L'entretien routier, l'aménagement de certaines voies. Lesquelles, par exemple? Il y a des voies de Lafiabougou en commune 4, en commune 6. On sent quand même qu'il y a des efforts. Les travaux de voirie. Malgré l'embargo. C'est une très bonne chose. Si malgré l'embargo, on parvient à tenir cela. Malgré le gel des avoirs. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, qu'on ne peut pas se satisfaire de la situation.
Tout à fait. Aujourd'hui, les Maliens souffrent. D'accord. Aujourd'hui, les Maliens s'interrogent. Nous, on a tout fait, syndicat, pour éviter ces sanctions. Vous avez dit, nous en sommes confrontés à de nombreux défis. En plus du défi sécuritaire, nous avons connu le coup d'État. Le second, sinon on n'était pas sanctionné. Je crois qu'il y avait un accord avec la CEDEAO pour une transition de 18 mois. Ouais. C'est lorsque les engagements que nous avons pris n'ont pas été respectés. La CEDEAO, on est arrivé à ça. Oui. Donc, s'il y a des efforts qui sont faits, mais je sais qu'aujourd'hui, sur les crédits ouverts, il n'y a que 15% des crédits qui sont ouverts au niveau des départements. Oui, monsieur le ministre, dans votre dernière déclaration du 2 juin, vous aviez souhaité, vous exhortiez la CEDEAO à lever les sanctions. Et au sommet du 4 juin dernier, on a constaté que c'est le statu quo. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Nous sommes des Maliens. Ouais. Nous ne souhaitons pas le pire pour notre pays. Nous souhaitons que notre pays soit un exemple, soit un modèle, un pays enviable et avié. Nous n'avons jamais souhaité ces sanctions. Jamais souhaité. Nous avons tout fait, j'étais là devant vous à l'époque, quand la CEDEAO menaçait, demandait aux autorités maliennes d'envoyer un chronogramme bien détaillé. Ça n'a pas été fait, malheureusement le 9 janvier est passé par là. Effectivement, le sommet dernier, on avait tous espéré voir la fumée blanche. La fumée blanche, les informations qu'on avait, avec la facilitation du président togolais Faure Yadema, nous avons appris 24 heures avant le sommet que le médiateur était venu à Bamako. Donc les informations qu'on a fait, malheureusement ça n'a pas été le cas. On attend d'ici le 3 juillet et nous osons espérer que d'ici le 3 juillet un accord sera trouvé. Un accord interparti d'abord entre l'ensemble des forces vives de la nation, un accord avec la CEDEAO pour que ces sanctions puissent être levées. Allez-y Abdraman. Bon, avant de rebondir sur la CEDEAO, je voudrais quand même que vous me dites, vous en tant que cadre qui œuvrez pour la réussite de la transition, depuis que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour la réussite de la transition? Quelles sont les facilités que vous avez accordées à ce gouvernement pour que les missions de soient... Oui, c'est ce que nous avons fait quand nous avons créé le cadre. Nous avons d'abord produit un communiqué. Après le communiqué, nous avons fait un mémorandum. Un mémorandum qui procède à la situation de façon générale et assorti des propositions. On a souhaité à l'époque rencontrer les autorités de la transition pour échanger, partager avec elles plutôt. Nous avons adressé une demande d'audience au président de la transition, au Premier ministre chef du gouvernement, au président du CNT. Nous avons été reçus par le président du CNT. Nous avons été reçus quelques mois après par le président de la transition. Malheureusement, nous n'avons pas été reçus par le Premier ministre. Donc, nous n'avons pas cessé de produire, attirer l'attention des uns et des autres. Parce que pour nous, c'est ça aussi. Nous ne sommes pas au pouvoir. Vous avez fait des propositions? Nous avons fait des propositions. La première proposition, c'était de dire, quand on a voulu nous imposer les assises nationales, qu'on appelle assises nationales de la refondation, vous vous rendez compte, depuis la fin des assises nationales, si je ne m'abuse, c'était le 30 ou 31 décembre. 10 jours ou 9 jours après, c'est les sanctions qui sont tombées. 4 mois, 5 mois après, on ne parle plus des recommandations de ces assises. La seule résolution issue de ces assises, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, c'était une résolution qui prolongeait la transition de 5 ans. Depuis lors, on ne parle de 5 ans. Ils sont quand même également sur... Non, c'est une résolution. Ils sont quand même également sur l'organe unique. Tout ça, ça fait partie des recommandations des résolutions. On nous avait promis, quand le Premier ministre présentait son programme d'action gouvernementale devant le CNT, avait promis que c'est pas parce que d'autres disent qu'il ne peut pas le faire conformément au délai que lui, il allait le faire. Nous sommes à 8 mois après. Il n'y a pas l'organe unique de gestion. 12 mois après, il n'y a pas de loi électorale modifiée. Il y a un projet de loi électorale. Non, il y a un projet, malheureusement, qui n'a pas été adopté. Projet d'ailleurs que nous rejetons. Justement, avant d'évoquer les conclusions du dernier sommet de la CEDEAO, l'imam Mamoud Dicko, la tête de proue du mouvement qui a renversé votre régime, le régime IBK, a fait une sortie ces derniers temps. Il a traité la classe politique de moribond. Est-ce que vous reconnaissez dans cette description faite par l'imam Dicko de la situation qui prévaut au Mali? Bon, l'imam Dicko est une forte personnalité, vous l'avez dit, l'autorité morale du M5 RFP. D'ailleurs, le M5 RFP a célébré son 2e anniversaire, si je ne m'abuse, il y a 2 jours. On voit un vide autour quand même du président du comité stratégique. Vous vous réjouissez de cette situation? Non, c'est pas qu'on se réjouisse. Ça veut dire que ce qui les a unis n'était pas plus fort que ce qui pouvait les séparer.
ni l'imam Mamoud Diko aujourd'hui, l'autorité morale, ni les fortes personnalités telles que Cheikh Oumar Sissoko, Mohamed Ali Bachili, Koniba Sidibé, Madame Si Kayatousso, Allah Touré de Kaural, Doumbia, bref. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on n'a pas été capable de rassembler autour de soi, de consolider déjà une organisation qui a fait chuter un régime, on doit se poser un certain nombre de questions. Maintenant, la sortie de l'imam Mamoud Diko, bon, il a dit ce qu'il pense de la situation. Nous sommes des partis politiques, nous sommes dans un contexte extrêmement difficile, vous le savez vous-même. Oui. Donc, nous faisons notre mieux. Nous faisons notre mieux. Je crois que c'est une critique positive. Certainement, il est inquiet de la situation. Il souhaiterait que le pays puisse se relever. Monsieur Goïta, est-ce que vous, au niveau du cadre, vous êtes prêt à répondre à l'appel de l'imam Diko pour faire bouger, par exemple, les lignes? Si vous lisez notre communiqué de ce soir, nous avons lancé un appel à toutes les forces de la nation qu'on se retrouve pour sauver le Mali. Une manière de répondre à l'appel de... Nous avons toujours lancé des appels aux forces progressives, aux forces positives pour sauver ce qui reste du Mali. Ok, allez-y. Mais quelque part, est-ce que ce n'est pas une contradiction puisqu'il y a des voix qui s'élèvent pour parler de l'intrusion d'un religieux sur la scène politique? Est-ce que c'est quelque chose que vous, en tant que victime de cette intrusion-là, vous devez cautionner cette participation, cette intrusion d'un religieux sur la scène politique? Bon, je crois que quand l'imam Mamoud Diko a fait sa sortie, aujourd'hui, je crois que ceux qui sont au pouvoir, qui sont sortis pour avancer de tels propos, ils oublient qu'il y a un imam dans le gouvernement. Maintenant, en tant que républicain, en tant que hier vous étiez dans d'autres... En tant que démocrate, en tant que républicain, mon souhait le plus absolu est que les leaders religieux au Mali soient comme les leaders religieux au Sénégal, qu'ils soient des régulateurs sociaux, qui sont là pour alerter. Et pourquoi vous taisez sur une tendance opposée, une tendance différente ici au Mali? Pourquoi vous nous avons tout le temps souhaité. Vous savez, les questions de religion sont des questions extrêmement sensibles. Extrêmement sensibles. Je crois que si nous sortons de cette situation, les crises constituent souvent même des opportunités, quoi. Chacun doit pouvoir être capable de tirer des leçons pour se rendre compte de pourquoi ça n'a pas marché, du pourquoi aujourd'hui on parvient nous-mêmes. En 2012, je me rappelle, quand les FDR voulaient faire une marche, les FDR voulaient faire une marche qui était tendue à l'époque. Est-ce que vous cautionnez ou pas l'intrusion de Mamoud Diko? Moi, je ne cautionne pas l'intrusion des religieux sur la scène politique. Et pourquoi vous répondriez alors à un appel de Mamoud Diko? C'est nous qui avons lancé un appel. Nous avons lancé un appel à tous les Maliens. Mamoud Diko, avant d'être leader religieux, est d'abord un Malien. Votre appel intervient après celui de l'imam Diko quand même. Bon, je crois que la sortie de l'imam Diko date quand même de 2 semaines. Ok, allez-y. Monsieur Goïta, moi on a l'impression que le cadre est inaudible, je l'ai déjà dit. Certains Maliens trouvent que vous faites de la diversion. Ce regroupement politique fait de la diversion. Je cite des faits. Vous aviez dit au-delà, à l'expiration du délai des 18 mois, le 25 mars précisément. Le 25 mars, on n'allait plus reconnaître les autorités de la transition. Bien sûr. Ensuite, on n'a plus eu... il y a eu un flop, on n'a plus suivi ce que vous avez fait à faire comme menace. Ensuite, vous avez réclamé la nomination d'un nouveau Premier ministre, un Premier ministre neutre, celui-ci étant clivant. Ouais. Après, on n'a plus... Dans les communiqués qui ont suivi, cet aspect s'est noyé. Pourquoi? On a comme l'impression que votre cadre est inaudible. Nous avons connu certaines difficultés au syndicat. Dire que nous n'allons plus reconnaître les autorités à l'époque au-delà du 25 mars, ce n'était pas nous qui l'avons dit. C'était un communiqué du 7. Non, je voudrais tout simplement dire que c'est la charte de la transition qui avait quand même fixé le délai de la transition à 18 mois. Oui, vous l'avez relevé. Le président et le vice-président ont prêté serment. Vous savez, quand on prête serment, on prend un engagement vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis du Tout-Puissant et des humains. Nous avons dit, demander surtout aux autorités de tenir ces engagements et qu'au-delà du 25 mai, le 25 mars plutôt, on était plus prêt à reconnaître les autorités de la transition. Et nous avons également ajouté que nous allons utiliser les voies légales pour y accéder. C'est vrai, après nous avons connu des petits problèmes au syndicat qui a un peu anéanti l'élan. Cette ville. Mais bon, ça fait partie aussi. Vous voyez, sinon, on était vraiment, ce n'était pas de façon belliqueuse. Vous le savez, c'était conforme aux principes
La charte a fixé à 18 mois la transition. Quand le vice-président a prêté serment, il a encore prêté serment devant la Cour suprême. Conformément à l'avis, sinon à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Vous les avez exploités politiquement. Nous ne les avons pas exploités politiquement. Si. On avait souhaité qu'on ne soit pas dans cette situation. C'est vrai, on a fait un symposium, je crois que c'était au mois de février. À l'époque, tout le monde était là. Nous nous sommes mis d'accord, nous avons produit un document. Après, nous avons connu des difficultés. Ça fait partie de la vie de... Vous avez réclamé la nomination d'un Premier ministre. Même aujourd'hui, nous continuons à réclamer la nomination d'un Premier ministre. Sauf que ça ne transparaît plus dans vos documents. Non, c'est dans le communiqué officiel. Ce n'est pas que nous sommes fixés sur les noms. Je l'ai dit, nous avons quand même une expérience de transition. Nous sommes à notre 3e transition. Après les événements de 91-92, paix à son âme, le président Mohamed Touré et le Premier ministre Oumana Sako ont conduit une transition exemplaire. Oui, sauf on a organisé des élections, 7 élections en espace de 14 mois, si je ne m'abuse. En 2012, quand nous avons connu le coup d'État, il y a eu une première transition. La seconde, la rectification d'alors, qui a amené Feu Django Sissoko avec le président Djonkunda, malgré tout ce qu'il est arrivé à l'époque, puisqu'il a été agressé au palais, il a pardonné à ses agresseurs. Nous nous battons, nous faisons de notre mieux, nous continuons de nous battre pour le Mali, pour des principes. Abdraman, allez-y. Malgré toutes les menaces aujourd'hui, vous le savez aujourd'hui, hein, même si les libertés ne sont pas remises en cause, elles sont quand même menacées. Mais malgré tout, nous continuons de nous battre puisque nous nous sommes battus à Moscou. J'ai ouï dire tout de suite que le président et le vice-président ont juré devant Dieu. Bien sûr. Et quelles conséquences vous en tirez? Est-ce qu'il y a une violation de serment? Ils ont juré à l'époque 3 mois, sinon bien avant les assises nationales. Effectivement, nous avons été reçus à l'époque par le président de la transition, qui avait souhaité que ces assises nationales soient les assises les plus inclusives. On n'était pas opposés parce que nous sommes un pays de dialogue quand même. Mais on voyait, on avait attiré l'attention du président de la transition, qu'il ne faudrait pas que ces assises soient l'occasion de non-dit, qu'il n'y ait pas d'agenda caché. Nous, on soupçonnait déjà d'utiliser ces assises pour prolonger la transition. On avait conditionné notre participation aux assises à ce que le chronogramme soit dissocié. Ça n'a pas été le cas. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui devant le fait accompli. Malheureusement. Je crois que nous sommes au 3e mois, si je ne m'abuse, de la fin de la transition. Un décret a été publié annonçant une nouvelle transition encore ou bien une prolongation de la transition. D'accord. Donc nous sommes au regret de constater qu'il y a une violation de serment. Bien sûr, parce que quand on prête serment, on doit tout faire pour honorer, sauf si on est buté à des obstacles majeurs. Et si cela est le cas, c'est de rassembler tous les enfants du pays autour de l'essentiel. Voilà, parce que seul Dieu peut tenir tous les engagements. Voilà, nous avons été butés à ça. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Si on l'avait fait avant le sommet du 9 janvier, si je ne m'abuse, en tout cas le dernier sommet qui a sanctionné le Mali, peut-être... Monsieur le ministre, selon des informations crédibles à notre possession, le Mali et le CEDEAO sont en passe de se mettre d'accord autour d'un nouveau délai pour la transition, un délai de 24 mois. Est-ce que vous vous sentez abandonné par la CEDEAO? Les cadres d'échange. Nous avons souhaité, dans notre communiqué d'aujourd'hui, nous avons invité le président Goodluck Jonathan, médiateur de la CEDEAO, parce que sa médiation ne se limite pas seulement à un monologue avec les autorités. Je crois qu'il est important d'associer toutes les forces de la nation pour que s'il y a un nouveau chronogramme détaillé, que ce soit un chronogramme de l'ensemble des acteurs. Nous sommes tous des Maliens. Nous voulons tous le bien de ce pays-là. N'écartons personne. Ne soyons pas atteints par le syndrome de la pathologie du succès. Ce n'est pas bon. Donc, dans ce communiqué, nous osons espérer qu'on sera entendu. Puisque nous avons aussi des propositions. Nous avons fait Vous demandez 12 mois, hein? Nous demandons 12 mois, qui ne vient pas du néant. Nous avons des experts électoraux qui ont travaillé, comme d'ailleurs la CEDEAO demandait 12 et 16 mois. Et nous estimons que s'il y a la bonne volonté, s'il y a l'engagement politique, puisque d'abord ce problème c'est un problème politique. Vous conseillez la CEDEAO à ne pas accepter les 24 mois, monsieur le ministre? Nous, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est de demander aux autorités de la transition, notamment au président de la transition, de créer un cadre regroupant les partis politiques, les forces de la nation,
pour convenir d'un chronogramme. Autour du contenu des 24 mois. Un décret quand même a été déjà pris pour acter ces 24 mois. Un décret a été pris dans notre communiqué. Nous avons regretté ce décret, nous avons dénoncé ce décret parce que nous pensons que c'est un problème. Vous les rejetez? Bien sûr, c'est un problème politique. Les problèmes politiques doivent avoir des solutions politiques, comme le disait Alpha Omar Konaré. D'accord. Pas de faux fuyants. Bruno. Si on se met autour de la table, le Mali nous appartient tous. Nous devons tous nous mettre ensemble, convenir d'un chronogramme acceptable, quel que soit le temps qui sera approuvé. Si c'est les Maliens qui en conviennent, je crois qu'ensemble, nous pourrons relever les défis. Allez-y, Bruno. Je reviens un peu au point de la gouvernance interne. Vous disiez tout de suite que vous êtes menacé. Enfin, il y a des menaces sur les libertés. Est-ce que vous pouvez aller en détail par rapport à ça? Il y a des menaces sur les libertés. Écoutez, il y a certains qui ont été arrêtés quand même, que nous considérons que... je prends le cas d'Issa Kodjim, je prends le cas d'Etienne Fakaba Sissogo. Je prends cela. Je n'avais jamais pensé après mars 91 qu'on allait être buté à de telles pratiques. Et qu'est-ce que le cadre fait par rapport à ça? Nous avons fait un communiqué, rappelant aux uns aux autres que quand on est dans un état de droit, quand on est dans une démocratie, c'est de respecter les règles démocratiques. C'est de respecter les règles et les principes démocratiques pour lesquels des centaines de Maliens sont allés jusqu'au sacrifice ultime. Ouais, pour revenir au point, je suppose que vous avez fini. La CEDEAO aussi regrette le décret dont on m'a parlé tout de suite là, par rapport aux 24 mois. Quelle voie vous pouvez, quelle proposition concrète vous pouvez faire pour convaincre les autorités à revoir ça, Nous lançons aux autorités de réunir tous les enfants autour de la table. La CEDEAO a regretté, mais elle a pris acte. Elle a montré sa disponibilité à continuer le dialogue. Nous n'avons pas compris, après tout ce qui avait été dit par le ministre des Affaires étrangères, que nous avons apprécié, qui nous a fait savoir quand même que le médiateur est allé dans le sens des sociétés maliennes, au moment où les chefs d'État sont plus que jamais disposés à continuer avec le Mali pour trouver un accord. Bon, si j'étais un conseiller du président de la transition, j'allais le déconseiller de produire un tel décret. Ça a été fait. Maintenant, mettons-nous autour de la table et convenons de quelque chose qui est bien pour le Mali. Je dis bien pour le Mali. Pas pour ceux qui veulent rester au pouvoir seulement. Le plaidoyer rassembler tout le monde revient de façon récurrente, mais apparemment c'est inaudible. Vous plaidez pour... L'histoire retiendra qu'on a fait. Certains pensent que nous sommes vaincus. J'ai l'habitude de dire à certains de mes camarades que nous sommes des vaincus invincibles. Puisque nous défendons les valeurs, nous défendons les principes. Et ça, nous allons le faire. Nous le faisons pour le Mali. Sinon, si c'est pour nos conforts personnels, c'est simple aujourd'hui. Demain, si tu dis que tu es un soutien de la transition, bon, peut-être les regards seront autres. Allez-y, Abdraman. Okay. Bon. Moi, je pense que vous n'avez pas suffisamment abordé le problème sous les angles les plus effroyables. Okay, Par exemple, un décret qui détermine la durée. Qu'est-ce que peut avoir la portée d'une durée qu'un décret détermine? Bon, je l'ai dit, ce n'est pas une mesure réglementaire. Je crois d'abord que c'est la charte qui a fixé le délai de la transition. Et une charte issue des concertations nationales. C'est vrai, après, il y a eu les assises. Il y a eu des assises au cours de laquelle je crois qu'une proposition a été faite de 6 mois à 5 ans. Au départ, on nous a proposé 5 ans. Après, on est revenu à 4 ans. Après, on est revenu à 3 ans. Aujourd'hui, on est à 2 ans. On a perdu trop de temps pour ça. Ça fait 6 mois, nous sommes sous sanctions financières, économiques et dans un isolement diplomatique. Ça fait près de 6 mois que nos opérateurs économiques souffrent. Ça fait 6 mois que le secteur privé souffre. Ça fait 6 mois que nos artisans souffrent. Ça fait 6 mois. Donc, si on savait, parce qu'on dit qui peut le plus, peut le moins. Oui, qui peut le moins, peut le plus. Donc, moi, je voudrais tout simplement dire que, je dis, si j'étais conseiller du président Hachmi, j'allais lui déconseiller de produire. Vous n'êtes pas conseiller, vous êtes... D'attendre à ce que le médiateur arrive. Vous n'êtes pas conseiller. D'attendre à ce que le médiateur arrive. Vous n'êtes pas conseiller, avec le médiateur. Observateur désintéressé. Bon, ça, c'est mon point de vue. Observateur désintéressé. Mais quelle peut être la portée? Par exemple, aujourd'hui, on prend un décret pour déterminer la durée de la transition. Le décret et prendre on peut abroger ce décret et prendre un autre décret. Et qu'est-ce que vous allez faire comme démarche pour freiner cette spirale qui se dessine? Je crois que tout le monde tirera les leçons de cette rectification. Vous ne ferez rien. Non, nous avons attiré l'attention. Nous osons espérer qu'il y aura un accord avec la CEDEAO au sommet du 3 juillet 2022
pour le salut du Mali, pour le salut des populations. Oui, mais un accord, il peut y avoir accord entre eux sans que ça se tout en laissant un décret. Bon, nous osons espérer que, puisqu'il y aura un comité de suivi, d'après ce que nous avons appris, que ce comité de suivi sera là pour évaluer étape par étape. Et nous osons espérer que nous allons arriver à parvenir à un accord qui sera salutaire pour le Mali. Ah bon, là vous m'obligez à revenir un peu sur l'approche de mes voisins d'à côté. Oui. Est-ce que vous ne comptez pas trop sur l'extérieur pour obtenir gain de cause pour des problèmes qui vous concernent, qui concernent beaucoup plus les Maliens? Et je reviens qu'en réalité, force est de reconnaître que votre capacité, vous réduisez. Effectivement, vous réduisez. C'est vous qui le dites. Vous vous réduisez à l'accepter comme tel parce qu'en réalité, pas du tout. Votre capacité de mobilisation est réellement affectée. Bon, c'est vous qui le dites. Je pense que nous avons, au départ du cadre, nous avons organisé une conférence de presse, nous avons organisé un meeting des jeunes, nous avons rempli le palais, le CICB de 1000 femmes, nous avons rempli le palais de la culture. Et puis je ne pense pas que nous soyons dans une démonstration de force. Je ne pense pas. Moi je pense qu'aujourd'hui que nous devons être autour de la table. Autour de la table pour le Mali. Parce que seul le Mali compte aujourd'hui. Maintenant, qu'on nous sous un point aussi, il faut que les gens fassent excessivement attention. J'ai l'habitude de dire que tout ce qui est excessif est insignifiant. Et toute force est détruite par ses excès. Faisons attention, soyons à l'écoute des uns et des autres, mettons-nous autour de la table. Nous sommes des hommes politiques, nous sommes dans la démocratie. Dans une démocratie, les deux piliers de la démocratie, c'est les partis politiques et les élections. Nous osons espérer qu'on ira vers ça. Maintenant, nous taxer d'être avec l'opposition, avec l'extérieur, nous avons été taxés par tout le monde. Non, nous ne comptons pas, nous comptons trop sur les principes. Sur les principes démocratiques. Et nous nous battons pour cela. Monsieur le ministre, il y a certains qui trouvent votre démarche avec beaucoup de contradictions. Par exemple, vous dites qu'il faut un nouveau Premier ministre moins clivant. Bien sûr. Et vous voulez qu'il y ait plus d'inclusivité. Autrement dit, un nouveau gouvernement que vous envisagez que le pouvoir mette en place. Et en même temps, en termes de délai, vous estimez que 12 mois pourrait suffire. Un nouveau gouvernement, ça suppose qu'on remet le compteur à zéro. C'est nos propositions. L'État est une continuité. Nous avons des propositions à mettre sur la table. Vous rejetez le projet de loi électorale. Le projet a raison. Qui devrait être une avancée. On avait un projet de loi électorale consensuel, issu de deux ateliers organisés par le même gouvernement. Un premier atelier sur Mouktarwan, un second atelier sur le premier ministre Shkokala Maïga, avec le même ministère territorial. Après, on nous a encore proposé notre projet de loi électorale. Je vous avoue qu'il n'est pas inclusif. Et qui, si on ne fait pas attention à l'état actuel, créera plus de problèmes. Foncièrement, vous rejetez l'EJ, l'autorité indépendante. Non, nous ne rejetons pas l'autorité indépendante. J'ai parlé des deux ateliers organisés. Nous avons convenu tous que le principe de l'autorité indépendante est acté entre les forces de la nation, surtout les acteurs politiques. Le temps imparti ne nous permettait pas à l'époque d'opérationnaliser l'autorité indépendante. Nous avons demandé d'adopter les textes portant création de l'autorité indépendante, maintenant d'organiser les élections avec l'existant. L'existant, c'était de renforcer la CENI, ajouter la mission de contrôle et l'administration territoriale, parce que contrairement à ce que les gens disent, l'administration territoriale, si je ne m'abuse, à part... D'ailleurs, s'il y a une élection qui a été contestée au Mali de façon vigoureuse, c'est quand elle a été organisée par l'autorité indépendante, la CENI en 97. C'est l'administration qui a organisé les élections en 92. C'est l'administration qui a organisé les élections en 2002, en 2007, en 2013, en 2020. Ce n'est pas l'administration qui était en cause. Ce n'est pas contesté. Non, pas du bon, pas dégré, pas rejeté totalement. En 2020, nul n'a. Je crois que les résultats publiés par l'administration ont été acceptés à 98%. C'est quand il y a eu la publication des résultats officiels par la Cour constitutionnelle qui a été problème. C'est vrai, nous sommes là, nous devons adapter nos textes à la réalité. Nous devons le faire de façon inclusive. On n'organise pas les élections pour soi-même, on organise pour les partis politiques, on organise pour les élections. Justement, monsieur le ministre, est-ce que le cadre d'échange est concerné par les consultations en cours au niveau du CNT pour peaufiner justement cette loi électorale? Oui, nous avons été écoutés au CNT. D'ailleurs, c'est moi qui ai conduit la délégation. Nous avons apporté nos observations. Et nous avons demandé au CNT quand même de retirer le projet à l'État. Donc, de créer les conditions de reprendre. Qu'est-ce qui vous gêne dans ce projet de loi? Ce qui nous gêne, nous avons parlé d'abord de l'EJ.
C'est Lège, non? Voilà, de Lège. Où je crois qu'il y a un comité qui doit recruter un collège. Donc 4 sont nommés par le Premier ministre, 3 nommés par le président du CNT. Bon, après. Pourtant, il y a des avancées aussi. Hein? Oui, il y a des avancées. Le plafonnement des dépenses de campagne. Bon, le plafonnement, c'est bien, les dépenses de campagne, mais mieux il faut moraliser les dépenses de campagne. Mieux vous moraliser. On nous a également le parrainage, même, on nous parle du parrainage de quelques conseillers, de 10 députés. Bon, non, pas. Bon, il y a également le parrainage des citoyens. Oui. Le parrainage des citoyens, il y a ça également. Je crois que les circonscriptions électorales également, on parle de régions comme circonscriptions électorales. Nous estimons qu'aujourd'hui, nous devons aller ensemble, adopter ensemble. Nous sommes un pays fragile. Nous sommes un pays fragile. Et que si nous devons convenir sur les circonscriptions électorales, je dis moi personnellement, je pense que tu prends un pays comme la France qui a 570 députés, ils ont 570 circonscriptions électorales, c'est une circonscription électorale par député. Ouais, 577 je m'abuse. Donc nous pouvons adopter quelques modèles, mais que tous les sexes soient représentés. C'est vrai, le nombre de députés doit être maîtrisé. Nous convenons sur tout ça. Donc voilà, il y a beaucoup de choses quand même qui nous ont poussé quand même à demander le retrait. Ouais, nous avons demandé le retrait, qu'on se retrouve. Si on parle, vous savez, hein, on dit mieux vaut débattre que se battre. Si on débat, on trouvera toujours un consensus. Allez-y, ça risque de passer quand même comme les autres. Vous avez demandé, vous avez demandé par exemple que que les assises nationales soient dissociées du chronogramme. Vous ne l'avez pas obtenu. Vous avez demandé à ce que la première durée de la transition soit respectée. Vous n'avez pas. Aujourd'hui aussi, il y a apparemment un passage en force qui se dessine. Et quel sera votre comportement? Nous avons demandé qu'il n'y ait pas une prolongation non consensuelle de la transition. Les conséquences aujourd'hui, on court derrière la levée des sanctions. C'était pour éviter à notre pays, c'était pas pour notre confort personnel. Évitons les contestations préélectorales, surtout. Évitons d'avoir les contestations post-électorales et ne créons pas les conditions des contestations préélectorales. Donc ne pensons pas que parce qu'on est fort, on fera un passage en force. C'est pas ça la démocratie. Ça c'est clair, c'est pas ça la démocratie. Et nous allons nous battre. Nous nous battrons. Le 4, on se battra. On se battra pour le Mali, on se battra pour le respect de ces principes et nous osons espérer que ça ne va pas se traduire quand même par une non-participation aux futures échéances si elle se... Je ne pense pas qu'on ira jusque-là. Ce n'est pas notre souhait. Oui, bon, de plus en plus, les gens sont un peu étonnés par quelque chose qui se dessine. Vous avez lu, par exemple, la loi électorale. Bien sûr, puis, bon, en partie. Les aspects qui ont trait au linge, tout ça, au-delà, on est quand même étonné de ne pas voir le président de la République parmi les autorités qui nomment les membres. Et certains en font des supputations, hein, des extrapolations qui voudraient des interprétations comme quoi il serait lui-même intéressé par la magistrature suprême. Une participation aux élections, une candidature à la magistrature suprême, comment est-ce que vous allez prendre ça? Bon, moi je ne fais pas un procès d'intention. Je ne fais vraiment pas un procès d'intention. Mais il est quand même curieux de ne pas avoir d'habitude dans toutes ces autorités. S'il y a une autorité indépendante, c'est d'abord d'interroger les acteurs politiques. Quel genre d'autorité indépendante voulons-nous? Est-ce qu'une autorité indépendante politique? Est-ce qu'une autorité indépendante mixte? Est-ce qu'une autorité indépendante d'experts? Nous avons des experts, hein? Nous avons des experts qui maîtrisent les élections. Nous avons Chaka Sankare aujourd'hui qui est un expert la loi prévoit un appel à candidature international. Oui, je voudrais dire, il faudrait que nous convenions d'abord de quel genre, de quel type d'autorité indépendante souhaitons-nous avoir. Si c'est d'experts uniquement, en ce moment, on passe par l'appel à candidature indépendante. Si c'est mixte comme la CENI, il y a l'opposition, c'est vrai, il n'y a pas d'opposition aujourd'hui. Il y avait l'opposition qui avait le quota, la majorité, la société civile. Si c'est mixte également, je crois que là c'est mixte. Maintenant, c'est à ça qu'on doit aller, hein, à travers une démarche inclusive pour obtenir quand même la création d'une autorité indépendante consensuelle. Maintenant, dire que le président n'y est pas mené et qu'il y a des substitutions, moi je ne ferai pas de procès d'intention. Toujours. Il s'est engagé à ne pas être candidat. Aujourd'hui, il n'y a pas de président de la République. La formulation. Comme vous avez reconnu aussi qu'il a manqué à son premier serment
de terminer la durée de la transition dans 18 mois, les mêmes circonstances peuvent l'amener aussi à revoir. Ce débat-là, je ne pense pas. Je crois que c'est un débat. Parce qu'il n'y a pas de président de la République. Oui. Et ce débat-là se pose avec la question de l'actualité du magistrat Mohamed Chérif, oui. convoqué par le Conseil supérieur de la magistrature. Et en conseil disciplinaire. Et selon les exigences, c'est le président de la République qui doit présider le compte. Selon la loi, c'est dans la Constitution, c'est le président de la République. Donc, par rapport à ça, est-ce que vous avez l'impression que le président de la transition ne peut pas faire office de président de la République? C'est par rapport à ça que dans la loi électorale, le président de transition n'a pas de prérogative de nomination. La différence entre le président de transition et le président de la République, c'est que le président de la République est élu. Voilà, celui-ci n'étant pas élu. Le président de la transition, chef de l'État, on peut être chef d'État sans être président de la République. Tout à fait. Voilà. Donc l'actuel, c'est pas les urnes. Donc nous osons espérer que on aura un chronogramme bien détaillé qui va aboutir au retour à l'ordre constitutionnel avec un président bien élu. Maintenant, c'est vrai, ce problème se pose aujourd'hui. Il n'y a pas de président de la République, même la révision constitutionnelle, même à ce niveau, le problème se pose, puisque dans la Constitution demeure toujours. Nous sommes dans une hiérarchie. Il y a la Constitution, il y a la charte. Bon, c'est vrai, nous sommes dans une situation d'exception. Tout ce qui sort de l'imagination de l'homme, dans le génie de l'homme, doit être dans sa possibilité, s'il est de bonne volonté. Est-ce qu'au cadre, vous pouvez envisager que le président de transition soit candidat à la prochaine élection présidentielle? Bon, je crois que la charte a interdit au président de la transition d'être candidat. Oui, les gens imaginent le scénario, il démissionnerait avant les élections et... Bon, je ne ferai pas ce procès d'intention. On avisera au moment venu. Abdraman, pour votre dernière question. Ma dernière question, il a déjà évoqué en présentant vraiment les promesses qui lient le peuple à cette transition, cette nouvelle trajectoire de la transition. Il a évoqué la gouvernance, n'est-ce pas? Bien sûr. Que je dis, c'est dans le cadre de cette gouvernance que il y a eu beaucoup d'interpellations de hauts cadres. Comme vous ne voyez pas d'avancée dans cette gouvernance et dans la lutte contre la corruption. Et les autorités actuelles se prévalent quand même de beaucoup de dossiers enrôlés dans le système, dans la procédure judiciaire. Et au-delà, quelle est votre perception de cette dynamique-là qui consiste... La lutte contre la corruption, c'est une lutte noble. C'est de cette tendance. Non, je pense que c'est une lutte noble. Elle doit être menée, mais de façon impartiale. Je crois que c'est Feu Amadou Touré qui a été le premier à créer le bureau du périculteur général. Une volonté politique de lutter farouchement contre la corruption et la délinquance financière. Mais je suis surpris que depuis l'arrivée de ces nouvelles autorités, on ne parle des rapports du vérificateur général que des rapports sous Feu Ibrahim Boubacar Keïta. Je crois qu'on doit lutter contre la corruption, c'est de prendre les rapports du vérificateur général depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de rapports qui incriminent beaucoup de personnes. Et cette lutte est noble, mais elle doit être une lutte impartiale. Maintenant, bonne gouvernance, il faut que nous donnons nous-mêmes. Il faudrait que nous-mêmes nous donnons. Des réserves sur la partialité de cette lutte? Bon, nous avons assisté à un certain nombre de choses qui ne sont pas conformes aux principes et aux règles. Maintenant, on parle de la lutte de la bonne gouvernance. C'est vrai, vous savez tout ce qui a été dénoncé hier par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, par le Premier ministre et puis certains membres du gouvernement. On doit parler de la transparence, on doit parler de la lutte contre le népotisme, contre le favoritisme, contre le clientélisme. On est tous au courant de ce qui s'est passé lors de la distribution de logements sociaux. On est tous au courant de ce qui s'est passé avec le concours de la CANAM. On est tous au courant de ce qui s'est passé au concours de la police. Le ministre de la Sécurité a même été obligé de demander une enquête. On est tous au courant, le ministre de la Justice a même annulé. Bref. Le dernier concours de la fonction publique quand même a été salué. C'est bien, ce qui est bien, on le salue. Mais on ne peut pas reprocher aux autres. Qu'est-ce que vous retenez du cas Soumaïlou, votre ami Soumaïlou? Bien sûr, c'est son cas que je parle. Soumaïlou qui est quand même mort dans des circonstances inhumaines. Je pense que nous sommes un pays... Moi, j'avais toujours pensé qu'au Mali, il y a l'adversité, mais il n'y a jamais l'animosité. Il est mort, innocent, sans qu'on puisse découvrir la vérité. Il a été arrêté dans des conditions que les sommités même de la magistrature ont estimé que les procédures n'ont pas été respectées. Tombé malade, que d'appel pour son évocation, afin de sauver une vie humaine. Malheureusement, nous prions pour le repos éternel de son âme.
Et nous osons espérer que son cas servira d'exemple. Bruno, pour terminer. Oui, si votre appel à l'inclusivité, puisque vous demandez, il faut qu'on s'asseye pour discuter, si cet appel encore une fois tombe dans des oreilles des sourds et que les sanctions sont levées, on va droit aux élections, qu'est-ce que vous allez entreprendre? Non, notre souhait est que les sanctions... La loi électorale aussi, notre souhait est que les sanctions soient levées. Ouais. Je crois que lors de notre passage devant le CNT, nous avons quand même été reçus par le président de la commission de loi. Nous sommes sortis avec une très bonne impression et nous osons espérer que si nous agissons tous pour l'intérêt supérieur du Mali, nous ne passerons pas par le forcing. Si tout ce que vous demandez n'est pas... Tout ce que on avisera, on se battra. Nous sommes des partis politiques. Nous sommes là pour compétir afin de... Monsieur Koïta, pour le moment, votre combat s'est limité à produire des communiqués, des mémorandums. C'est vous qui le dites. C'est ce que nous constatons. Si communiquer ne servait à absolument rien, je ne pensais pas que le combat de beaucoup d'hommes politiques allait aboutir à Mars 91. Mars 91 n'était pas seulement la lutte... Non, je voudrais dire que nous produisons des communiqués, nous attirons l'attention des autorités de la transition, nous attirons l'attention de l'opinion nationale et internationale. Nous sommes des hommes politiques, nous sommes des républicains, nous sommes des démocrates, nous n'allons pas prendre la rue comme ceux qui ont pris la rue. Vous avez vu, malgré qu'ils ont pris la rue, ils sont encore au pouvoir, ils continuent encore de prendre la rue. On ne peut pas être au gouvernement et continuer de prendre la rue. Nous allons utiliser toutes les voies légales. Maintenant, si on nous minimise, je crois qu'on verra. Nous sommes des démocrates. C'est l'option des chiens à bois, la caravane passe. C'est ce qu'on constate. Je pense que faisons attention et je ne pense pas que ce soit le cas. D'accord. Monsieur le ministre, nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience. À présent, le jury va se retirer pour procéder à la délibération. Bruno, nous sommes dans les secrets de la délibération. Bel orateur comme d'habitude. Moi, j'apprécie beaucoup la force de l'argument et non l'argument de la force. Il est toujours teigneux par rapport à ses convictions, mais je déplore, comme je viens de le dire, comme élément de chute. Ils expriment des positions, des propositions, des exigences, mais rien, ils sont inaudibles. Bon, par rapport à sa prestation, je crois qu'il mérite la décision que vous, le président, vous allez vouloir prendre. D'accord. Je pense que pas sa faute s'il n'est pas... Me met dans une position inconfortable. Ce n'est pas sa faute s'il n'est pas audible. Oui. Vraiment, ce n'est pas sa faute. Il est jugé par rapport à sa prestation ici. Et je pense qu'il s'en est... Je pense que vraiment, il s'est acquitté de la tâche avec beaucoup de d'indulgence. Non, avec beaucoup de talent. Le talent que tu lui connais, je reconnais que moi aussi je le reconnais aujourd'hui. Et aussi avec une approche beaucoup responsable des choses, puisqu'il n'est pas aussi un politique va-t-en-guerre, il est connu pour ça. Il est un adepte du dialogue, de l'entente, de l'unité, de l'inclusivité. Il vient de le prouver ici et je pense qu'il a su parler au nom de l'ensemble et non pas de lui seul, parce qu'il fait partie quand même d'un grand regroupement politique avec des tendances différentes, divergentes. Il a su porter la voix de toutes ces différences-là. Pour moi, vraiment, et sans aussi la dérogation habituelle, sans les faux fiants habituels qu'il a l'habitude de faire. Il essaie ici aujourd'hui de comporter avec beaucoup plus de poigne que d'habitude, et ça fait un plus par rapport à ses prestations passées. Et donc, je vous demande vraiment de l'acquitter. Il mérite d'être acquitté. À côté de ce réquisitoire favorable de M. Keïta, en vertu de mon pouvoir discrétionnaire, M. le ministre, je vous libère de l'accusation. Vous êtes acquitté. Un dernier mot. Merci, je voudrais vous remercier. Remercier tous les auditrices et auditeurs, et également téléspectatrices et téléspectateurs. Dire que ce pays nous appartient tous. C'est notre héritage commun, c'est notre bien commun. Il ne s'agit pas aujourd'hui, on était avec le vieux Sali hier qui nous a dit qu'aujourd'hui ce n'est pas l'avenir du Mali qui est en jeu, mais c'est le devenir du Mali qui est en jeu. Le devenir du Mali. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui affrontés à des questions existentielles de notre pays. Cela requiert que tous les enfants se mettent ensemble pour sauver l'essentiel, pour sauver le Mali. Qu'on sorte des discours va-t-en-guerre, qu'on sorte du populisme,
qu'on sorte de la propagande, ça n'a jamais construit un pays. Ensemble, comme un seul homme, nous allons relever ces défis et nous allons vaincre. Et je remercie Renouveau Télé. C'est sur cet appel que prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury qui recevait effectivement comme invité M. Amadou Koïta, ancien ministre, président du PACI Yelenkura et porte-parole du cadre d'échange des partis et regroupements pour une transition réussie. Merci à vous de nous avoir suivis. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de la commune 6 du district de Bamako.